Annick. Oui, voilà, il est déjà 12h59. On va recevoir dans un instant nos deux invités, Madame Saint-Sauveur et Madame Bajazé, Liliane Maximin Bajazé. On va parler des enfants et des droits, le temps que nos invités arrivent. Je suppose qu'ils ne doivent pas être très loin. Ça y est, ils vont se présenter. Et elles vont prendre place tout de suite. On va peut-être pouvoir lancer un sujet en attendant l'installation. Voilà. Parce que la Guadeloupe est 5-0 contre Saint-Kitts. Les Guadeloupéens ont été vraiment top et maintenant ils sont promus en Ligue 1. Le sujet de Maxime Morel, Richard Etienne, c'est parti. Ils l'ont voulu. Ils l'ont eu, leur intégration à la Ligue A. Un objectif souvent martelé par le coach Angloma auquel les joueurs ont parfaitement adhéré à l'occasion de ce match décisif face à Saint-Kitts. D'abord, par Mathias Phaéton, suite à un débordement côté gauche dans un angle difficile, ouvre la marque, 19 minutes de jeu. Et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, la rentrée de Thierry Carconte va apporter une dimension supplémentaire à la rencontre sur le plan offensif. À l'image de cette action, corner botté par Phaéton, tête de Plumet, Carconte suit, inscrit le deuxième but. Puis le troisième. Dans une combinaison triangulaire, Kylian Bevis est à la conclusion. Et cette fois, splendide de Jérôme Moussillon à la 80e minute de jeu, synonyme du 4-0 pour les Guada Boys, qui vont conclure avec ce 5e but marqué par Thierry Carconte. La Guadeloupe accède à la Ligue A de la Ligue des Nations. Prochain rendez-vous en 2024 pour poursuivre l'aventure. Ils l'ont voulu. Ils l'ont eu, leur intégration à la Ligue A. Un objectif souvent martelé par le coach Angloma auquel les joueurs ont parfaitement adhéré à l'occasion de ce match décisif face à Saint-Kitts. D'abord, par Mathias Phaéton, suite à un débordement côté gauche dans un angle difficile, ouvre la marque, 19 minutes de jeu. Et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, la rentrée de Thierry Carconte va apporter une dimension supplémentaire à la rencontre sur le plan offensif. À l'image de cette action, corner botté par Phaéton, tête de Plumet, Carconte suit, inscrit le deuxième but. Puis le troisième. Dans une combinaison triangulaire, Kylian Bevis est à la conclusion. Et cette fois, splendide de Jérôme Moussillon à la 80e minute de jeu, synonyme du 4-0 pour les Guada Boys, qui vont conclure avec ce 5e but marqué par Thierry Carconte. La Guadeloupe accède à la Ligue A de la Ligue des Nations. Prochain rendez-vous en 2024 pour poursuivre l'aventure. Voilà, eh bien, il est exactement 13h02. Je vous l'ai dit, on va recevoir deux dames, Madame Saint-Sauveur, qu'on a l'habitude de recevoir, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de ZCL News. Et bonjour aussi aux gens qui nous écoutent à la radio. Et on a avec nous Madame Bajazé. Bonjour Madame Bajazé, que j'ai eu l'occasion de recevoir. Bien sûr, pour Aliture. Ah d'accord, c'est pour Aliture, je me souviens. Bien, alors aujourd'hui, on va parler des enfants et des droits. Pourquoi avoir choisi ce sujet, Madame Saint-Sauveur? Alors, j'ai choisi ce sujet parce qu'aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée universelle des droits de l'enfant. Mais bon, c'est d'abord parce que nous nous sommes engagés à ZCL News de contribuer à faire que le regard de la société change sur nos retraités, nos aînés, nos seniors, nos grands mondes. Donc, et nos jeunes aussi. Oui, parce que beaucoup se disent jeunes avant tout, avant de reconnaître qu'ils sont seniors. Oui. Et c'est vrai que la question des aînés, des seniors, des retraités renvoie aux EHPAD, aux soins, au maintien à domicile. Et nous, à ZCL News, on veut montrer que nos retraités, nos aînés, nos seniors, nos grands mondes, ne sont pas tous sujets d'EHPAD, de soins, de maintien à domicile, mais ce sont des citoyens actifs
qui s'engagent, qui militent, voilà, et qui ont des choses à dire. Ce sont des citoyens à part entière. C'est la raison de l'invitation de Madame Liliane Maximin Bajazé, retraitée. Elle va se présenter dès lors que tu le lui demanderas. Bien, bonjour Madame Bajazé, je vais vite, je dis Bajazé pour ne pas dire tout le nom, mais enfin bon, on se connaît, déjà ici, il y a Maximin devant, il y a Bajazé. Alors, vous êtes retraité, comment vous passez votre temps Madame? Alors, je vais d'abord me présenter si vous le permettez. Je vous en prie. Je suis retraitée et ça fait combien de temps déjà? Ça va faire bientôt 8 ans. Ah bon, d'accord. Et je suis... C'était pour savoir mon âge? Ah non, je n'ai pas demandé ça, on ne demande jamais l'âge des femmes. Non, c'était peut-être une manière détournée. Non, pas du tout. Non, c'est pour vous embêter. Donc, je suis également adjointe au maire à la ville de Lamentin. Ça, je le sais aussi. Mais je veux préciser que je suis ici, là, maintenant, pas en lien avec ma fonction d'élu. D'accord. Je suis la mamie, je suis la maman, oui, qui jette un regard en cette journée commémorative sur l'enfant, les droits de l'enfant et l'accompagnement de l'enfance. D'accord. Alors ça veut dire que la mamie, comment on faisait avant, garde encore les enfants des enfants? Mais ça m'arrive. Oui, ça vous arrive. Oui. Et ça fait plaisir de garder les enfants. Ça fait plaisir de garder les enfants de ses enfants. Ça a disparu et que les mamies étaient de plus en plus dans la vie. Non, il y en a qui disent qu'ils ne sont plus des babysitters. Voilà, c'est ça, j'ai entendu ça. Hein. Oui, voilà. J'ai même entendu ça, même très proche de moi. Il ne faut pas en faire une généralité. D'accord. Donc vous acceptez de temps en temps d'être babysitter? Oui, j'accepte de temps en temps d'être babysitter et je le fais avec plaisir. Bon, alors en dehors de ça, comment vous voyez un petit peu? Parce que l'enfance d'aujourd'hui n'est pas l'enfance d'il y a 30 ans ni 40 ans. Alors, pour vraiment parler de la commémoration de cette journée des droits de l'enfant, il faudrait quand même retourner, il faudrait quand même... comment je vais vous dire, repenser d'où sort cette journée des droits de l'enfant. C'est une journée qui a été adoptée par l'Assemblée nationale des Nations Unies. C'était justement le 20 novembre 1989. Que disait cette convention? Quels sont les droits que les enfants doivent avoir en tant que tels? Parce que vous savez, l'enfant, c'est un enfant en devenir. Donc, il faut le construire et bien le construire. Et avec de bons outils. Donc, c'est tout cela que nous devons mettre en exergue pour que l'enfant soit demain un citoyen dans toute sa plénitude. Alors, comment y arriver? D'abord par l'éducation. C'est un des droits, un des piliers. Mais je dirais, ce n'est pas écrit dans la Convention, mais je dirais qu'il faut laisser à l'enfant son temps de l'enfance. Laisser l'enfant bénéficier de son enfance. C'est très important et je trouve que c'est même primordial dans le déroulement de la vie d'un enfant. C'est-à-dire, quand vous dites laisser à l'enfant le temps de l'enfance, jusqu'à quel âge? Environ? Ben, jusqu'à 7 ans, il faut qu'un enfant soit un enfant, il faut qu'il joue, il faut que la petite fille joue à la poupée, il faut qu'ils aient des activités de leur âge. D'accord. Il ne faut pas qu'ils aient déjà des responsabilités qui leur tombent sur le dos. Déjà un portable surtout. Voilà. Oui. Je suis d'accord. D'accord. Et donc, Madame Saint-Sauveur, quand vous voyez un petit peu aujourd'hui cette journée de l'enfance, on est d'accord, elle a été décidée un petit peu par l'ONU, mais au niveau de la Guadeloupe, comment ça s'applique concrètement ça pour nos enfants? Je pense que ça s'applique avec des niveaux d'égalité différents selon les moyens de la famille. Il y a le devoir de protection. Le devoir que l'enfant soit bien nourri, que l'enfant soit protégé, que l'enfant ait droit à des loisirs, que l'enfant... voilà. Mais on peut se poser la question parce qu'aujourd'hui, il y a un contexte économique particulier, un contexte d'inflation, il y a un niveau de pauvreté. Des parents qui vivent une situation de pauvreté, forcément, ça a un impact sur l'éducation, les loisirs, la santé, le logement, voilà. Après, par exemple, le manque d'eau.
Oui. On sait ce que ça peut provoquer dans la vie de l'enfant. Ça a un impact sur le programme scolaire, parce que les écoles sont fermées un certain nombre de jours selon les territoires à cause du manque d'eau. Donc, la question des droits de l'enfant, elle pose question chez nous, bien sûr. Nous avons, si on en revient au rapport qui sera remis aujourd'hui au ministre, la comparaison qui est faite entre les différents territoires d'outre-mer, nous pourrions dire que dans le classement, la Guadeloupe figure en haut de la liste, par rapport à Mayotte, par exemple. Mais il n'empêche... Pas de référence Mayotte. C'est un département français. Hein? C'est une réalité. Donc, voilà. Entre les enfants guadeloupéens et les enfants mahorais, sur le quotidien, il y a des différences qui sont importantes. Je crois qu'il faut aussi ne pas oublier de dire que les droits des enfants impliquent les devoirs des parents. Surtout, je crois. Parce qu'il y a un autre phénomène qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé en Guadeloupe, ce qu'on appelle les femmes-enfants. Aussi. Et qui ont des difficultés en tant que jeunes mères et toute l'éducation des enfants qu'elles ont de façon un petit peu prématurée. Donc ça se résume à dire on ne peut donner que ce que l'on a. Après ça, c'est toujours ça, hein, d'une manière générale. Mais alors, est-ce que ces droits de l'enfant, vous avez le sentiment, je vous pose à vous deux la question, qui sont vraiment respectés en Guadeloupe? Est-ce que les enfants guadeloupéens aujourd'hui, parce que j'entends de plus en plus que l'enfance est un petit peu abandonnée, qu'il y a des difficultés, que les mères confient les enfants aux enseignants en pensant que l'enseignant peut tout faire. C'est ce que je disais. Dans le classement, c'est sûr que la Guadeloupe figure en haut de la liste. Mais après, nous sommes confrontés à certaines difficultés qui sont liées au contexte socio-économique, social. Voilà, on a parlé de manque d'eau, on a parlé d'enfants qui vivent dans des logements insalubres, par exemple, alors qu'ils ont un droit à un logement qui leur permette d'évoluer en toute sécurité. Par exemple, sur la question des violences, des violences intrafamiliales, ça donne quoi comme conséquence? Très souvent, le placement d'enfants, le placement administratif des enfants. Le contexte lui-même crée des difficultés et empêche que ces recommandations de la Convention soient bien appliquées. Après, les enfants, ceux qui le peuvent, ils sont appelés à agir et à se prononcer eux-mêmes sur leur vie. Hein. Par exemple, quand on parle de conseils municipaux, conseils départementaux d'enfants, les enfants sont incités par ailleurs à se manifester, en tout cas ceux qui ont atteint l'âge de pouvoir le faire, à se manifester auprès d'élus. Oui, Madame Maxime Bajazit parle en tant qu'élu, mais... non, je suis pas là. Non, mais je vous interroge pas en tant qu'élu, mais je me dis aujourd'hui, c'est l'association des maires en France, l'AMF réunit les maires de tous les territoires. Est-ce que la question de l'enfant est posée? Est-ce que ça c'est même abordé? Parce que je sais qu'il y a une réunion avant le départ des maires en France, organisée par votre maire d'ailleurs, et je ne sais pas si cette question-là a été abordée. Et c'est une question fondamentale parce qu'en fait, l'enfant c'est l'avenir de l'homme, on dit. Mais peut-être que le choix de la remise du rapport au ministre, c'est bien aujourd'hui 20 novembre, c'est pas un hasard. N'est pas un hasard, c'est bien parce qu'il se pose des problèmes sur la question de l'enfance. Oui, et puis quand vous parlez de la Guadeloupe, oui, il y a des tristes réalités encore en Guadeloupe. Et le rapport justement dont parle Marie-Chantal, c'est bien pour pouvoir attirer l'attention des politiques publiques sur le sort de certains enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont des conditions de vie qui sont inacceptables. Et s'indigner ne suffit pas, ne suffit plus. Mm-hmm. Mais moi, Parce que la semaine dernière, je recevais quelqu'un d'un autre organisme et on parlait beaucoup de la PMI.
Oui, la protection maternelle et infantile. Visiblement, le conseil général, le conseil départemental, comme on l'appelle maintenant, essaie de faire son maximum, mais quand même, il y a beaucoup d'enfants, comme on dit, qui restent à terre. Pour toutes les politiques publiques, il doit manquer de l'argent. Il manque de l'argent pour toutes les politiques publiques. Oui. Mais moi, je voudrais revenir vraiment sur la question des aînés. Alors, parce que nous recevons une aînée. Oui. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la journée universelle des droits de l'enfant. Mais c'est à se demander, au-delà du regard de Mme Bajazé en tant qu'aînée, mais que pourraient faire nos aînés, nos multiples aînés qui sont attendus parce qu'ils vont atteindre l'âge de 60 ans, ils viendront nous faire vérifier que les soixantenaires seront plus nombreux que les enfants sur notre territoire. De quelle manière ils pourront contribuer peut-être à apporter une réponse là où il en manque? Quel rôle qu'il pourrait jouer pour que les choses soient autrement? De quelle manière il pourrait accompagner ses parents? On parlait de parents-enfants tout à l'heure. Mais est-ce que c'est une question personnelle ou c'est une question générale? Générale. Oui. Ce n'est certainement pas Mme Maxime Bajazé aujourd'hui qui va répondre à tout cela. Mais la question doit être posée puisque nous sommes dans une société en mutation. Les seniors seront plus importants que les jeunes, que les enfants. Oui, la question doit être posée, mais il faudrait aussi qu'on puisse comprendre que les personnes âgées ne sont pas... ce sont des personnes qui font partie intégrante de la société. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience, ce sont des personnes qui ont du savoir et ce sont des personnes qui ont des choses à transmettre. On dit justement que la transmission ne se fait pas par rapport à plein de choses. Mais il y a de la transmission à faire. Les personnes âgées ont de la transmission à faire pour nos jeunes. Mais faudrait-il encore que les jeunes soient réceptifs à cette transmission. Ou que la société leur laisse la place pour le faire. Non, mais ce que dit, c'est vrai, la réceptivité des jeunes, parce que ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a une mutation qui s'est faite depuis au moins 2 ou 3 décennies, avec, on le dit comme ça, mais c'est vrai, l'arrivée des nouvelles technologies et l'emprise que ces technologies ont sur les enfants et sur les parents. On parle même des 3 écrans portables, ordinateurs et téléviseurs. Et les enfants, il y a l'autre jour, j'ai reçu quelqu'un qui parlait d'addiction pour les enfants. C'est courant. Oui. Alors, comment interagir cette question, parce que même à l'école, soi-disant les portables sont interdits dans les établissements scolaires, mais enfin, tous les parents vous disent « Ah ouais, mais si tu n'as pas de portable, là, si on m'est arrivé, qui fait dis-moi ça. » Alors qu'avant, il n'y avait pas de portable et l'information circulaire. C'est parce qu'on a l'impression que si on ne l'a pas, c'est ce jour-là qu'il y a quelque chose qui va arriver comme par hasard. C'est ce jour-là, toutes les catastrophes vont arriver. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré dans... Comment agir sur cette société aujourd'hui qui vit cette mutation, parce que c'est ça la question. C'est une mutation importante et j'ai comme l'impression que c'est une question, j'ai une impression. On peut susciter la réflexion chez nos aînés, nos futurs aînés. Oui, on a l'impression que le fossé grandit entre les générations. C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut le combler? Comment rapprocher? Parce qu'on parlait beaucoup d'intergénérationnel, j'entends même plus ce mot d'ailleurs. On peut, si on revient à la thématique de la Semaine bleue, vieillir ensemble, une chance à cultiver, une chance à cultiver. Peut-être qu'on pourrait trouver... une solution, un début de réflexion. Oui. Moi, je pense que ce que vous faites, Madame Saint-Sauveur, c'est important parce que, en fait, vous êtes en train de poser des problématiques qui sont là, mais que tout le monde va poser. Et donc, qui restent là. On sait que ces problématiques-là existent, mais j'ai jamais entendu un congrès aujourd'hui, par exemple, sur la place de l'enfant dans une société en train de vieillir. À part, je dis ça pas parce qu'on fait cette émission-là aujourd'hui, mais c'est vrai que nous sommes dans une société où le vieillissement est à l'ordre du jour depuis déjà plus d'une dizaine d'années. On entend ça, ça va s'accentuer dans les prochaines années, mais nos élus, nos responsables ne semblent pas avoir pris ça en main réellement, savoir comment faire et quand nous allons faire. Et c'est pour ça que Mme Maxime Bajazé est là aujourd'hui, pour montrer
que ce n'est pas une personne âgée, ce n'est pas seulement une question d'EHPAD, ce n'est pas seulement une question de soins, ce n'est pas seulement une question de maintien à domicile. Nos personnes âgées peuvent agir pour que les choses, pour que notre société soit meilleure, pour que l'accompagnement de nos enfants soit meilleur, puisque tous nous souffrons de tout ce qui se développe comme addiction ou comme souffrance, comme douleur autour de la vie de l'enfant. Là, on vient de parler du placement de l'enfant quand les violences familiales s'installent dans la cellule. Donc... Non, il y a des réflexions collectives à mener. Et puis moi, je dis, il faudrait qu'à un moment qu'on puisse faire vraiment ce qu'on peut appeler un vrai dialogue guadeloupéen. Oui. Se parler entre Guadeloupéens sur les thèmes qui ne vont pas chez nous. Il y a l'eau, il y a le transport, et j'en passe des meilleurs. Hein? Donc, il faudrait qu'on puisse analyser chacun de ces problèmes et trouver une solution à chacun de ces problèmes. Mais ça dure depuis un moment. Oui. Mais à qui non, mais Madame Maxime je le dis, mais à qui s'adresser finalement? À l'ensemble. Alors, il y a un dossier qui va être remis. Le rapport au ministre. Va être remis au ministre, mais au-delà, après concrètement. Après, il y aura une déclinaison aux différentes structures, collectivités, forcément. Oui. Il est question de l'enfant, donc il y aura une déclinaison au niveau des conseils départementaux, des maires, de la CAF, enfin, je suppose. Hein. Vous êtes optimiste. Mais forcément, l'information sera déclinée. Après, il y aura lieu d'agir. Chacun agira en fonction de ses moyens, en fonction de sa volonté politique. Et moi, ce sur quoi je veux qu'on aboutisse, il est question de bien vieillir. Ce sont nos débats bien vieillir. Nous sommes dans le cadre de nos débats bien vieillir. Bien grandir aussi pour les enfants. D'abord. Mais c'est bien grandir qui permet de bien vieillir. Oui. Le lien entre l'enfance et le vieillissement. Oui. Et ça, il faudrait qu'on y pense. C'est là où je voulais qu'on en arrive. Oui. Ou bien grandir dans le vieil. Intimement liés, enfance et vieillissement. Oui. Ce sont des enfants bien construits qui donnent des vieux. Alors, vous pensez à ça en tant que structuration réellement de la société, enfin des organismes, des collectivités, etc., ou des associations? Comment vous voyez ça? Parce qu'il y a beaucoup d'associations. J'étais l'autre jour à une réunion à Bimao. Le maire, la mairesse a annoncé 200 associations de Bimao et 2000 recensées. Bon, 200 qui étaient présentes. Mais est-ce qu'il y a des associations aujourd'hui qui prennent en compte la dimension de l'enfance suffisamment, en dehors du PMI, des choses comme ça? Suffisamment, je ne sais pas. La PMI, c'est une structure du conseil départemental, mais après, il y a des associations qui œuvrent dans le cadre de l'enfance, et même les associations de quartier qui prennent en charge des loisirs, des actions pour les enfants, oui. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. J'ai comme l'impression. Tous les aspects de la vie de l'individu, quel qu'il soit, enfant, plus âgé, vieux, voilà. C'est tout cela qui doit être pris en compte. C'est qu'il faut qu'on arrive à passer de la convention aux actes. Voilà, c'est bien ça. C'est ce pas-là qui n'est pas encore fait. Nous sommes toujours dans la convention, mais nous ne sommes pas encore passés aux actes. Oui. Et après, il faut qu'on ait les moyens de mener les politiques qui sont nécessaires. Mais c'est justement, si on commence à se projeter et à voir un peu ce qu'il faut, il faudra dégager les moyens. Mais pour l'instant, comme dit Madame Maximin, on est encore dans la théorie. Et c'est c'est la responsabilité d'autres qui ne sont pas à cette table-là aujourd'hui. Parce que nous, je le rappelle encore, c'était de voir comment... en tout cas de susciter la réflexion chez nos aînés, de savoir comment ils peuvent contribuer à ce que
la vie de nos enfants soit meilleure. Ils ont certainement ne serait-ce qu'une parole à transmettre, à échanger, à se faire entendre. De toute façon, ils doivent s'impliquer. Même si elle n'est pas là en tant qu'élue, mais en tant qu'élue, elle entend. Elle est engagée. Et dans son conseil municipal, elle c'est nous sûr l'a dit. Qu'elle y pensera sérieusement. Et vous savez comment ça se passe en Guadeloupe, ce que j'appelle le syndrome poulet frites. C'est-à-dire que si la mairie du Lamentin commence à penser à structurer la question enfantine des enfants, ben d'autres communes suivront. Enfin, on peut espérer. Je veux être optimiste. Je vais plutôt dire, c'est une citoyenne de la ville de Lamentin. Je préfère. S'implique, parce que comme elle l'a dit, elle n'est pas ici en tant qu'élue. Elle a certainement une collègue qui est chargée de l'enfance. Oui. Si une retraitée, j'insiste, parce que c'est la retraitée que j'ai invitée à se prononcer sur le sujet, et si une retraitée de la ville de Lamentin le fait, et si d'autres se disent, eh ben tiens, il faudrait que j'y pense également, on peut espérer que 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ça qui est fait. nous emmène à bien grandir pour bien vieillir. Voilà, c'est la conclusion. Voilà, bien, on a noté ça et j'espère que les parents qui entendent aussi, parce que on sait que les enfants ne sont pas tellement friands de ce genre d'émission, les parents qui entendent aussi vont commencer à réfléchir. Mais de toute manière, ce qui est évident et au travers de ce qu'on a dit, c'est qu'il faut absolument que l'intergénérationnel refonctionne, ou fonctionne vraiment. Si. De toute façon, je peux que vous remercier, Madame Saint-Sauveur, d'avoir ouvert cette fenêtre pour l'instant. Je fais ma part. Maxime qui a eu le courage et non, mais c'est vrai parce qu'elle aborde un sujet qui est important et dont on minimise l'importance jusqu'ici en Guadeloupe. Et je pense quand même qu'il va falloir qu'on y arrive. En tout cas, merci mesdames. Merci de nous avoir reçus. Mais non, même si on était dans des conditions un petit peu particulières aujourd'hui, mais c'est tout à fait provisoire. J'avais posé une question, Madame Saint-Sauveur. Votre prochain débat, est-ce que vous l'avez déjà en tête? Tout à fait. Oui. Et je vous réserve une surprise. Ah, ce sera une surprise. Bon. D'accord. Bon, je prendrai la surprise avec beaucoup de surprises. Voilà. Et c'est le 18 décembre. Ce sera le 18 décembre, juste avant Noël. Bon, oui. 13h26, voilà. Ce mini-débat, il faut quand même qu'il a porté ses fruits, puisque j'imagine que les gens ont entendu et ont compris. Oui, cet échange était intéressant. Et on va se revoir le 18 décembre avec elle. Et sinon, au niveau de Aditio, ça va? On essaie. En tout cas, on fait en sorte que... Oui, parce que j'ai eu Madame Claire, Claire l'autre jour. J'ai compris, Madame Michel. Michel Roubin, elle m'a dit qu'elle devait même à l'enfance pour présenter son ouvrage. Bien, voilà. Fini pour cette partie, 13h27. Dernière pause tout à l'heure et dernier invité dans un instant. Aménagé, modernisé, donc il n'y a rien dit. Alors, petit point de patience. Sinon, on reçoit Edith Evrilus, mais avant ça, on revient sur l'actu avec Ima News. Oui, on va revenir sur les barrages qui ont eu lieu sur la Belle Plaine. En fait, des riverains se sont ligués et manifestent leur révolte suite aux différentes inondations qui ont eu cours dans ce quartier. Ils cherchent à avoir une solution et on va avoir un reportage ensemble qui montre cette révolte. Je dis là, nous côté ici, c'est par rapport à de l'eau qui a inondé nous en quartier là. Et de l'eau là qui a monté, il y a fait des travaux, pour le monde pas empêcher des travaux faits. Et puis il a fait des travaux en quartier là, puis de l'eau là qui a monté. De l'eau là monté là l'autre jour pour ma dernier montée de l'eau là. De l'eau là déjà monté en quartier là. Ou qu'a crié ou pas vrai, pour le monde qui a venu à secours nous. Et il a laissé faire des travaux, l'ancienne municipalité laissé faire des travaux. Et à cause de ces travaux là, l'ancienne municipalité fait là, c'est pour ça nous inondé avec de l'eau.
Et Mialès, c'est nous qui sujettent à sortir en quartier là. Et nous ne voulons pas que c'est nous pour sortir en quartier là. Après 42 ans, nous allons rester là, faire trouver une solution pour nous rester en quartier là. C'est ces gens qui font travail là pour tirer là. Je vis avec tous mes affaires en hauteur 24/24 dans l'année. C'est quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le prendre. Quand j'ai fini, je remets en hauteur. Je vis comme ça. Et l'eau qui est passée là, ça fait pas longtemps là. Il y a peut-être 3 semaines à peu près. J'avais déjà de l'eau derrière dans ma chambre. Oui, j'avais déjà de l'eau. Donc ça ne peut pas continuer. Il faut qu'ils trouvent une solution. Bon, je pense que cette fois-ci, ils vont comprendre. Parce que s'ils ne comprennent pas, bon, on va toujours faire des barrages. Là, nous commandons que mais la Kevin là, que l'État Kevin là aussi pour nous une solution parce que nous ne pouvons pas encore. Nous ne pouvons pas encore en quartier là. Et c'est bon pour nous là. Je dis là, nous côté ici, c'est par rapport à de l'eau qui a inondé nous en quartier là. Et de l'eau là qui a monté, il y a fait des travaux, pour nous pas empêcher des travaux faits. Et puis il y a fait des travaux en quartier là, puis de l'eau là qui a monté. De l'eau là monté là l'autre jour pour ma dernier montée de l'eau là. De l'eau là déjà monté en quartier là. On peut crier ou pas vrai, pour nous qui a venu à ce coin. Et il a laissé faire des travaux, l'ancienne municipalité laissé faire. La parole toujours aux femmes d'abord. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui en ma qualité de présidente de la commission des très petites entreprises? C'est vrai que nous avons pour habitude d'accompagner les entreprises, mais là, nous sommes dans l'ère du développement durable. Nous sommes aussi dans l'ère de l'innovation et nous organisons le 22 novembre au domaine de Val-en-Brosse, oui, le mercredi 22 novembre, nous organisons le brunch de l'innovation. Le brunch de l'innovation, c'est aussi de l'innovation que la Chambre fait, puisque ce sera dans un endroit idyllique, dans la faune, dans la flore. Inattendu aussi. Inattendu, et on va recevoir quand même les entrepreneurs des TPE pour leur expliquer que là, nous allons être dans une autre transformation, puisque, je me rappelle, nous avons eu le passage à l'euro. Il a fallu qu'on accompagne les TPE. Nous avons eu aussi le passage au cabas. Il fallait enlever les sachets plastiques dans les TPE. Nous avons aussi accompagné les TPE, c'était en 2000 avec des cabas biodégradables. Et là maintenant, il y a tout un changement qui va s'opérer puisque nous sommes dans l'ère du développement durable et tout. Donc, on doit accompagner les ressortissants qui sont nombreux des TPE pour qu'ils puissent aussi être au goût du jour, pour qu'ils puissent organiser leur TPE pour être aussi dans l'ère du développement, dans l'ère de l'innovation. Ça veut dire que c'est une réunion qui se fait sous un mode écologique. Donc vous êtes en pleine nature. Oui, bon, c'était une manière d'innover, de sortir dans les murs et tout. Mais pour cette question, je laisserai la parole à monsieur. Monsieur Gaï prend la balle au bon. Oui. Non, effectivement, Madame Evelus l'a tout à fait dit et c'est très important. La CCI veut faire un gros focus sur l'accompagnement des entreprises sur la partie innovation. Alors, moi, je dirige un cabinet qui est le cabinet Kairi Partners et nous avons été choisis par la Chambre pour pouvoir justement accompagner un dispositif Boostinov qui sera présenté d'ailleurs dans le cadre de ce brunch de l'innovation et qui a pour vocation d'accompagner des TPE, donc des très petites entreprises qui ont des produits, on va dire, qui fonctionnent, qui marchent et qui souhaiteraient changer d'échelle, c'est-à-dire passer à une autre étape, produire plus. Le mot est lâché, c'est pas encore de l'industrie, mais on va vers en tout cas des processus de fabrication et de production plus importants. Et donc ce changement d'échelle qui est toujours très compliqué pour une entreprise, c'est celui sur lequel la Chambre souhaite mettre le focus et accompagner justement ces entreprises. Et alors comment ça va s'organiser concrètement? Alors il y aura plein d'entreprises qui viendront là, pas nombreuses. Il y aura des discours, j'imagine. Bon, le brunch c'est à la fin, mais entre les deux. Alors, il est prévu plusieurs temps. Il y a un temps effectivement au cours duquel on va parler de deux thématiques qui sont importantes et chères à la Chambre. Le premier sur le développement durable, seconde thématique sur la silver economy, donc sur l'économie grise, parce que effectivement ce sont des choses qui
impacte la Guadeloupe dans les 10-15 années de façon importante. Nous allons parler d'innovation en termes d'accompagnement, en quoi ça consiste, comment ça se passe sur le territoire. Un certain nombre de partenaires, d'invités sont prévus qui interviennent sur le champ de l'innovation. On va parler financement aussi d'innovation, parce que ça reste quelque chose qui est relativement complexe et compliqué à mettre en œuvre. Et donc on aura des retours d'expérience de différents intervenants et les chefs d'entreprise auront cette possibilité de pouvoir interagir avec ces intervenants dans un cadre, il est vrai, convivial, ça reste un brunch, mais l'idée c'est vraiment d'enlever, de désacraliser un peu tout ça, de faire quelque chose de tout à fait accessible qui permette aux uns et aux autres de poser leurs questions sur tous ces sujets. Donc oui, Madame Ivry-Luce, je vous pose la question. Globalement, avant cette réunion, comment se portent les TPE de la Guadeloupe? Bon, globalement, avant cette réunion, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir sur l'innovation, puisque, bon, les gens écoutent les informations, ils savent pertinemment qu'il va falloir innover à un moment donné. Nous, à la Chambre de commerce, la commission TPE travaille déjà sur la labellisation des entreprises, travail que nous avons commencé avec l'association de commerçants de Basse-Terre, et donc travail que nous allons continuer parce que c'est vrai aussi, lors de la labellisation, il va falloir parler des TPE de formation, de changement de paradigme, je dirais, et d'essayer de leur faire comprendre que maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère. Et donc, je comprends que tout changement est toujours difficile. Les gens ont toujours peur parce que, bon, c'est vrai que nous sommes dans un environnement anxiogène et qui fait que les gens ont toujours peur. Mais je dis, il faut quand même dépasser cette peur, puisque de par la clientèle des TPE, ces clients-là même vont aider ces entrepreneurs à passer à l'ère du changement, puisque les demandes sont autres. On a constaté que chez le client, la demande est haute, quelle que soit pour la manière de s'habiller, la manière de manger, les demandes sont hautes. Donc, l'entrepreneur ne doit pas avoir peur de dire, bon, il va falloir que je passe à l'innovation, il va falloir que je passe au changement, il va falloir que je passe à la modernisation de mon entreprise, puisque nous changeons de paradigme. Donc, et c'est pour cette raison que le président de la Chambre, Patrick Vial-Collet, il alerte tout le temps, pour que nous puissions être vraiment de proximité et en relation très serrée avec les TPE, parce que nous sommes conscients, regardez la digitalisation, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore entrées dans l'ère de la digitalisation. Donc, le travail, il est énorme, mais on ne perd pas espoir quand même, puisque l'entrepreneur se forme, il s'informe. Et donc... Justement, pour rebondir sur ce que disait Mme Ivry-Luce, c'est vrai que pendant le Covid, on a vu la nécessité du numérique et du digital, et les entreprises et les entrepreneurs certains traînent encore les pieds pour pouvoir entrer dans l'ère du digital. Donc on est déjà l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va pas accentuer le gap, comme on dit, le fossé? Comment combler ce déficit? Alors moi je suis très optimiste et tenant justement de cet optimisme, moi j'ai de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle qu'il faut apporter, c'est que la Guadeloupe foisonne d'idées. Dans mon cabinet, dans d'autres cabinets, nous recevons en permanence des porteurs de projets avec de super idées dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le commerce, le transport, l'énergie, etc. etc. La Guadeloupe fournit d'idées et c'est ça qui est important. Le deuxième point, c'est qu'il y a un vrai écosystème de l'innovation qui s'est mis en place. Et ça aussi, il faut en parler parce que la Chambre prend toute sa place dans cet écosystème. Aujourd'hui, la région Guadeloupe, qui est justement s'occupe de mettre en place la stratégie d'innovation sur le territoire, s'est dotée d'un outil qui est le Technopole Innova, qui est en train de monter en puissance. Et ce Technopole, d'ailleurs, sera présent au travers de ses représentants à ce brunch. Et donc, grâce à cela et au travail que fait la Chambre, on a aujourd'hui cette capacité d'apporter ce qu'il manque, c'est-à-dire les idées sont là, il faut maintenant de l'accompagnement pour aider justement des porteurs de projets qui savent là où ils veulent aller à faire des choses, je dirais,
simple mais efficace, viable et rentable. Parce que notre petit papillon, il subit toutes les contraintes que nous connaissons. Donc j'ai presque envie de vous dire que les entreprises aujourd'hui, pour qu'elles existent dans la durée, il faut qu'elles innovent. C'est presque une espèce d'ADN, de seconde peau, de pouvoir s'adapter à un territoire qui est lui-même en évolution, à des contraintes qui sont importantes, à des clients de plus en plus exigeants. Donc digitalisation, soit, mais pas que, problématique d'approvisionnement, quand tout coûte plus cher, comment on fait justement pour pouvoir diversifier ces zones d'approvisionnement, réfléchir à des canaux de distribution différents, produire tout simplement en essayant de gagner sa croûte, d'avoir des coûts de revient qui soient un petit peu moindre que ceux qu'on a là, avec des prix toujours sous pression, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui une forte pression sur les prix de par le pouvoir d'achat. Donc il n'y a pas le choix, il faut qu'on innove. Et donc on est dans un schéma dans lequel, au travers de ce dispositif, on va prendre les choses à la base. On va accompagner les porteurs de projets, on va les former, on va les sensibiliser, on va surtout leur donner des retours d'expérience d'autres chefs d'entreprise qui sont passés par là avant eux, qui vont partager aussi leur retour d'expérience. Je suis extrêmement favorable à ce genre de choses, ce partage de retour d'expérience, pour éviter qu'on refasse à chaque fois le fil à couper le beurre, quoi. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est de s'appuyer sur ceux qui ont déjà eu une expérience précédente, d'apporter des outils. Puis dites-vous bien que demain, quand vous devez changer d'échelle, que vous avez des machines à acheter, même si ce sont 2-3 machines, il y a tout un parcours par lequel il faut passer et comprendre un certain nombre de choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Une machine, ça peut tomber en panne. Quand elle va tomber en panne, comment on va la maintenir? Quel technicien on va appeler? D'où est-ce qu'il va venir? Combien ça va nous coûter? Ce genre de questions simples qui vont permettre effectivement de préparer une nouvelle génération de chefs d'entreprise, de TPE, à franchir cette échelle, à franchir ce cap, et parce que ça va avec, demain, à recruter des jeunes qui vont être formés justement sur l'usage de ces machines et à permettre de développer quelques secteurs d'activité sur le territoire. Oui, mais attendez, juste pour ajouter un mot, mais en même temps aussi, il faut s'occuper de l'existant. Et là, je vais profiter de dire aux entrepreneurs dont l'entreprise a des difficultés, s'ils veulent, c'est le moment de passer à la reconversion pour qu'ils puissent avoir un autre type d'entreprise qui rentre véritablement dans l'ère de l'innovation. Oui, je veux vous poser une dernière question. Est-ce qu'un start-upper peut venir à cette réunion? Bien sûr, de toutes les façons, c'est pas une réunion fermée, déjà, donc nous sommes complètement à l'écoute de toutes celles et ceux qui veulent venir partager ce qu'ils veulent faire. La notion de start-up, c'est une entreprise qui connaît une croissance vertigineuse, très grande, très forte. C'est pas notre cible à la base, parce qu'on va chercher effectivement des entreprises qui ont, on va dire, comme je l'ai dit, un produit qui marche suffisamment bien pour ne pas se contenter de leur fabrication actuelle et qui se disent, si j'investis dans des machines, ça va fonctionner aussi. Rien n'interdit que dans ces entreprises, certaines deviennent des start-up et soient en capacité de connaître une croissance phénoménale. Tout le monde est le bienvenu, toutes celles et ceux qui veulent parler d'innovation, qui aiment l'innovation et qui veulent entendre effectivement un certain nombre de retours d'expérience autour de ça. Ça se passe mercredi 22 à 9h au jardin de Vallombreuse. Sur invitation ou bien si l'entrée est libre? Non, l'entrée est libre, mais déjà il y a eu pas mal d'inscrits déjà à ce forum, et donc j'incite les chefs d'entreprise à venir écouter, ne pas rester à se focaliser en disant innovation, ça pas pour moi. De toute façon, on est dans l'ère de l'innovation, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas y échapper. Donc j'invite tous les entrepreneurs des TPE à s'inscrire, il y a encore de la place, et à nous rejoindre le mercredi 22 à 9h30. Nous serons de 9h30 à 14h au domaine de Vallombreuse pour ce premier brunch de l'innovation. Voilà, c'est dit. Il est 13h51. Il faut absolument qu'on reçoive notre dernier invité, puisqu'on va parler de transdanse, et c'est Iman qui est la spécialiste de la danse. En attendant, on fait un retour sur le focus du jour. Est-ce qu'on l'a? Oui, on ne l'a pas? Ah, il est perdu. Bon. Alors, Iman vient venir, pour pouvoir faire un rappel des titres rapidement. Et notre invité va venir. On vous remercie d'être venu. Merci. Désolé, nos conditions sont limitées. Merci de nous avoir reçus. On est dans l'innovation. Tout à fait. Donc, dans quelques jours, on sera dans d'autres conditions. Et on sera heureux de vous revoir sans aucun problème. Merci. Madame Evilus, on va vous retrouver dans votre chronique bientôt. Et lundi prochain, vous serez de nouveau avec nous. Oui. Donc, comme le 105e congrès des maires
des maires ici à Paris. Et nous sommes ici, les Moulineaux, pour cette édition. Avec moi, le président de l'association des maires de Guadeloupe, Justin Sapoti. Alors, Monsieur le Président, de quoi va-t-on parler? On va parler, je crois, d'un sujet important qui intéresse la Guadeloupe, à savoir évidemment le coût de la vie chère et le foncier, le produit foncier. Ce sont des thèmes totalement importants pour la Guadeloupe. Oui, nous sommes déjà intervenus sur la question du foncier ce matin. On a entendu une belle intervention de mon collègue de la Martinique, Justin Pamphile, qui pose la question de la maîtrise de l'aménagement du territoire et qui dit effectivement qu'attend le gouvernement pour pouvoir remettre la démocratie à sa bonne place, c'est-à-dire que ce sont les maires légitimement élus qui doivent décider de l'aménagement du foncier et non pas une commission, bien sûr, où siègent des responsables économiques, des responsables associatifs, mais qui ne sont pas des responsables politiques. Nous reconnaissons effectivement leur qualité, mais à notre avis, qui n'ont pas la légitimité pour pouvoir décider de l'aménagement du territoire. Alors que cette fameuse commission qu'on appelle la CDPNAF est une commission qui aujourd'hui a un droit de veto sur l'aménagement du territoire, et ce droit de veto coûte cher aux collectivités. Donc, il faut revoir ça. Et on sait très bien que c'est le ministère de l'Agriculture qui s'y oppose, mais partout ailleurs, tous les autres ministères et partout dans les Outre-mer, nous constatons que c'est une dérive de la démocratie. Donc, la population connaît son maire, la population a voté pour le maire, pour que le maire puisse décider de l'aménagement du territoire. Il est temps que la République mette de l'ordre dans cela et que le maire puisse retrouver son pouvoir d'aménager le territoire. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes intervenus et tous nous sommes unanimes pour le dire et avec force. Deuxième point, bien sûr, le littoral sur l'aménagement du territoire. Il y a trop d'intervenants sur le littoral. L'agent des 50 pas géométriques, l'ONF, le Conservatoire national du littoral, trop d'intervenants et qui même des fois se contredisent. Le littoral est un espace stratégique, un espace de développement économique, mais aussi de protection des côtes de la Guadeloupe. Il n'est pas normal, effectivement, qu'il y ait autant d'intervenants et qui bloquent à la fois la stratégie de développement économique et la stratégie de préservation du littoral. Le 105e congrès des maires de Maurice ici, puisque l'association des maires de France ouvrait aujourd'hui son congrès annuel. Iman, on reçoit les spécialistes de la danse et là, je passe la main. Oui, on va recevoir donc JP Custos, donc qui dirige en fait un collectif sur Paris et qui organise le festival Transcendance, donc le concept Transcendance qui date maintenant de 2012. Exactement. Merci d'être là et merci, on va recevoir tout à l'heure donc l'ambassadrice Zouk, donc Gladys Martelly, qui va nous parler tout à l'heure de son intervention dans le festival. Mais d'abord, on va peut-être commencer par le concept de Transcendance, d'où ça vient. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et ça fait maintenant un certain nombre d'années que je fais des allers-retours, parce que je me sens le besoin de le faire. Et justement, à travers Transcendance, qui n'est pas ma spécialité, parce que Transcendance, c'est vraiment ouvert à tous les styles de danse. L'idée, avant tout, c'est de dire comment unir le peuple à travers cette énergie de danse. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter le championnat avant tout, que c'était un championnat de base, pour se dépasser, pour aller chercher plus loin. Après, on a chacun la définition du mot compétition. Me concernant, c'est tout simplement se dépasser entre soi et soi-même et face à l'autre lors de la compétition. Donc c'est comme ça, c'est vraiment une envie avant tout d'unir les gens et de se dire tu fais du gros cas, tu fais du quadrille, tu fais du hip-hop, tu fais de la salsa, blablabla. Il y a au moins à peu près 12 danses que j'ai reçues. Voilà. Viens, on se rassemble, on a un truc en commun, on danse tous. Pourquoi on ne fait pas des trucs ensemble au lieu de faire un festival par-ci, par-là, qui est très bien en lui-même parce qu'il faut des festivals spécialistes. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien qu'on
qu'on se rencontre tous, quoi. Donc là, ça date de 2012, un championnat, et maintenant ça a évolué en festival. Donc, exactement. C'est quoi l'évolution, le cheminement qu'il y a eu par rapport à ça? Dans ma tête, j'ai constaté que mon envie d'unir, j'arrivais pas à le faire avec l'équipe avec qui je réfléchissais, on n'arrivait pas à le faire dans le bon sens parce que peut-être que le mot compétition, machin, ne plaisait pas à tout le monde. Donc à un moment donné, on s'est dit, pour cette 10e année, on va l'ouvrir à un festival, on va garder le cœur, qui est le championnat, mais on va l'ouvrir de façon à ce que tout en chacun trouve sa place à un moment donné pour pouvoir proposer des prestations, des démonstrations, venir et voilà. Et en même temps, on s'est dit, ok, c'est de la danse, mais c'est aussi de l'art. Donc à partir de là, on le propose aussi à d'autres disciplines artistiques. Donc il y a des exposants qui seront là, il va y avoir des chanteurs et des personnes qui vont pouvoir faire des défilés. Voilà, l'idée avant tout c'est ok, c'est le cœur, c'est la danse. On va dire que le corps c'est de la danse et les habits peuvent être chant, ça peut être peinture, ça peut être etc. Voilà, et notamment on a voulu me remarquer aussi un petit clin d'œil assez fort parce qu'effectivement mon domaine de prédilection c'est le hip-hop et le 1er décembre il y a une volonté de connecter deux cultures qui malgré eux sont identiques sur pas mal de choses, c'est le hip-hop et le gros cas. Il faut savoir qu'il y a 5 moyens d'expression hip-hop et 5 moyens d'expression au gros cas. Il faut le savoir. Et c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Hein. J'ai grandi avec le gros cas et je continue à le pratiquer, à le vivre, et en même temps que le hip-hop. Donc, JP, toi, tu es danseur hip-hop à la base depuis 1990. Ok. Et plus en France qu'en Guadeloupe. Alors, comment c'est le parcours rapidement, éventuellement, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas. Alors, j'ai commencé effectivement en 1990. Simplement, j'aimais danser. Donc, alors, je sortais de tout un cycle gros cas. Faut le savoir, mes parents nous avaient inscrits dans des associations de gros cas. Et ensuite, arrivé à mon adolescence, vers justement 14-15 ans, on était dans la génération HIP-HOP. L'énergie était un peu passée par là. Et j'ai senti que ça pouvait correspondre. Et à l'époque, il y avait une émission qu'on appelait Rapline, que je regardais et qui m'a inspiré. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas. J'avais 15 ans. Et ensuite, le temps est venu où je suis arrivé adulte, parce qu'à 15 ans, en tout cas nous, dans notre époque, à 15 ans, on avait une certaine éducation avec des parents qui étaient assez assidus. Donc je ne sortais pas encore. Je ne donnais pas la richaine à aucune rue du quartier, surtout pas dans le quartier où j'ai grandi. Donc j'avais un père assez assidu sur sa mission de père. Je le remercie tous les jours pour ça, et ma mère aussi. Et ce qui fait que c'est vraiment vers 16-17 ans, j'ai commencé à bouger et connaître les différents endroits où il faisait du hip-hop. Et c'est là que j'ai compris que ça me convenait. Et au fur et à mesure du temps, de par la réalité de la société, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails, tout ça, je savais que c'était à travers le hip-hop que je pouvais faire pas mal de choses. Tu as parlé du gros cas, et justement, c'est une des disciplines imposées dans le concours. Donc il y a plusieurs styles, enfin c'est ouvert à tout le monde, mais il y a quand même des variations imposées, des styles en tout cas, qui doivent être inclus dans le processus chorégraphique. Est-ce que tu peux nous parler du championnat un peu? Donc totalement. Depuis 3 ans, je pense maintenant, 3-4 ans, on a décidé de valoriser le patrimoine guadeloupéen, tout simplement à travers le championnat. Ok, la danse avec un grand D, mais on a 2 forces vives, qui est le gros cas et le zouk. Donc pour ce faire, tu as 3 chorégraphies à monter, dont 2 en challenge, dans le sens où la première chorégraphie, il faut qu'il y ait une grosse influence gros cas avec des pas et la musique, tout en ayant ton énergie de base. La deuxième chorégraphie, c'est à travers le zouk, justement, les pas et la musique. Et la troisième chorégraphie seulement, avant de faire toi ce que tu aimes, passe déjà par l'énergie d'ici, et ensuite voilà. Donc tout ça pour dire aussi par la même occasion que déjà c'est 3 challenges, et que les internationaux qui viennent le 2 décembre pour justement confronter les Guadeloupéens, Guadeloupe vs le reste du monde, eux aussi ils ont dû épouser ces 2 énergies, c'est-à-dire l'italien, le portugais, le chypre, le suisse et le français. Voilà, c'est des groupes qui viennent de ces 4 pays, ont dû rentrer dans cette règle. Donc ça veut dire qu'ils ont monté une chorégraphie avec du zouk, une chorégraphie avec du gros cas. Oui, totalement. Donc ces artistes-là qui viennent d'ailleurs, ils viennent participer au concours. Exactement, aussi. Au championnat pour la grande finale le 2 décembre. D'accord. Et donc la partie zouk, on a notre ambassadrice qui va pouvoir parler rapidement. Tout se fait en direct, bienvenue. Et donc l'ambassadrice du zouk va tout de suite nous expliquer comment ça va se passer. Bonsoir, merci d'être là. C'est moi, je suis honorée d'être à Canalis. Alors oui, ambassadrice du zouk, je m'explique. Alors j'ai gagné un
concours de chant, Zouk, c'est le FIS, il y a 4 ans de ça, et j'ai eu à la clé un CD qui était promis, single, pour tout dire, qui a été fait il y a peut-être 4 ans de ça. Et puis c'est resté sur YouTube effectivement, et je crois qu'il a remarqué, JP, il a été happé, je dirais, par le style du morceau. Il s'est dit, tiens, voilà quelqu'un qui pourrait représenter le zouk dans mon festival. Alors je suis une chanteuse éclectique, je dis bien, parce que je peux chanter toutes sortes de styles de musique. Je m'attache pas qu'au zouk, mais je viens quand même d'une famille de zoukeurs, donc il faut quand même faire honneur au zouk. Il y a quand même un nom important. Oui, quand même. Il y a des défendre. Tout à fait. C'était un peu lourd au départ, mais j'ai fini par en prendre le poids et me dire, bon ben, il faut que je me lance. Et puis je suis allée à ce concours sur le conseil des amis, parce que j'étais pas prête du tout à y aller. J'étais dans mon reggae à fond, mon gospel, et c'est vrai qu'entre-temps je suis arrivé au Broca et je suis finalement retourné à ce qui m'était très cher, le zouk, parce que voilà, on a grandi dedans, Tania Saint-Vague. Alors vous êtes une zoukeuse finalement? Je zouk aussi, on va dire ça comme ça. Et donc en fait le rôle d'ambassadrice au sein de TED, enfin du festival Transcendance, comment il se manifeste par rapport à... écoutez, je pense que pour danser, il faut de la musique. Et on peut mettre aussi des paroles en danse. Pour moi, ça faisait résonance et je pouvais légitimement représenter le festival en tant que chanteuse. Ok. Donc vous allez faire partie du jury aussi? Exactement. Je ferai partie du jury. Je vais être à la conférence de presse aussi. D'accord. Pour... ce soir d'ailleurs qui aura lieu commence. Donc le festival qui commence aujourd'hui du 20 novembre au 3 décembre, donc il y a plusieurs interventions aussi scolaires, le championnat avec ça circule un peu sur toute la Guadeloupe, il y a 3 zones, si j'ai bien compris. Oui. Et puis ce qui est intéressant, c'est les milieux scolaires, je trouve, pour sensibiliser les enfants à toutes sortes d'arts, en fait surtout la danse. Parce que mine de rien, j'en parlais avec les intervenants qui étaient juste un peu avant nous. On parle de développement personnel, mais la danse fait partie du développement personnel parce que c'est se mouvoir, c'est se mettre en scène, c'est se vendre aussi. Et en cela, en tant que chanteuse, je me retrouve dans tout ça parce que mine de rien, c'est pas différentes vies, c'est un puzzle. On peut appliquer les mêmes règles dans différents domaines. Et j'étais honorée que Jean-Paul m'appelle pour pouvoir être ambassadrice de cette section Zouk, puisque ça sera un des styles imposés lors des battles, des concours en tout cas. Donc plusieurs événements, on retient, qu'est-ce qu'il y a des dates phares le 2 décembre, mais est-ce qu'il y en a d'autres ou sur lesquelles le public peut venir voir éventuellement des prestations? Oui, il y a plusieurs jours. Alors il y a je vais lire mes petites notes, oui. Je vais mettre mes lunettes en même temps. Je vais la faire à la Zandronis. Je vais mettre mes lunettes. Alors, le premier jour, c'est aujourd'hui la conférence. Vous avez le 22 qui sera la journée de transcendance. Donc de 8h à 18h à Pointe-à-Pitre. Il y aura des interventions en milieu scolaire et en centre de loisirs. Et puis ce que je trouvais très intéressant aussi, c'est les coups de projecteur sur 2 structures locales de danse. Ça veut dire qu'on va mettre en valeur 2 structures qui ne sont peut-être pas connues. Ensuite, on continue avec le 26, du 24 au 26. Alors, ce sera le championnat multidance. Donc, il y a une première sélection qui se fera. Donc, c'est une conférence aussi. Il y aura aussi une conférence dancehall à Petit Canal. Donc, les gens de Petit Canal, 20h, 23h en EOP. Bouillante le 25, de 20h à 23h aussi. Et puis ensuite, le spectacle Métis Quoi, qui sera à Pointe-à-Pitre le 26. Notez bien le 26 au CAC, de 14h à 17h. La 3e journée, c'est le 29 novembre, donc journée transcendance, on rentre dans la transe justement. Ça se passe à Capesterre-Belle-Eau et Gourbert, donc intervention en milieu scolaire, toujours au centre de loisirs, toujours un coup de projecteur sur 2 structure locale. Je trouve ça très très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas et qui méritent d'être connus. Oui, donc merci pour le festival Transcendance qui fait ça. Le premier, alors bon, ceux qui ne sont pas sortis le 31, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas fatigués, n'hésitez pas. Le 1er décembre, Centre des Arts et de la Culture, Marie Scondé à Pointe-à-Pitre. Alors l'entrée est libre, le stage est de 2 heures. Vous aurez plus de renseignements. Il y a un numéro de téléphone, je vais vous le laisser. Oui, laissez le numéro de téléphone et peut-être les gens peuvent aller aussi sur le site internet pour voir tout le programme. Voilà, un numéro de téléphone. Le 2 décembre, je finis. Finale du championnat, très important. De 16h à 22h au gymnase général de Marianne, Capesterre-Belle-Eau. Et puis le numéro de téléphone 06 26 411 259, je reprends 06 26 411
259 et on travaille pour l'union d'un peuple à travers la danse. Donc vous pouvez réserver, sinon il y a un site. Le site internet. Donc, voilà. www.piasso.fr TED 2023, mais je pense que vous l'aurez, on a une affiche qui sera exposée. En tout cas, merci d'être venu, Gladys Martelly et JP, toujours là, présent depuis quelques années maintenant. On va faire un rappel oui, très rapidement, puisqu'il va être déjà plus que 14h, presque. Alors, ce midi, on a reçu Madame Liliane Maximin Bajazi, Madame Chantal Saint-Sauveur, avec elle on a parlé de la journée de l'enfance, internationale de l'enfance, mais surtout des problèmes de l'enfance en Guadeloupe et dans notre territoire. Édité Willis est venu avec Youri Ogiak pour parler d'une manifestation, un brunch qui se fait mercredi pour les TPE, justement dans le cadre de l'innovation. Et nous sommes dans l'innovation, puisque je vous l'ai dit, notre studio est très provisoire aujourd'hui. On pense que la semaine prochaine, nous retrouverons dans notre vrai studio. Et puis, nous recevons 2 personnes de Transcendance. Et c'est vraiment intéressant ce festival, parce qu'en fait, c'est un festival qui va traverser toute la Guadeloupe, pratiquement. Et c'est important. Un dernier mot, peut-être? Oui, un dernier mot. Il a parlé d'exposants artisans. Et justement, je porte les boucles d'oreilles d'un artisan qui y sera. C'est OG Style. Donc, ça s'écrit OG''Style. Et il fait beaucoup d'innovation dans le milieu de l'artisanat. Donc c'est une occasion qui est donnée à toutes sortes d'arts et j'apprécie énormément cette démarche. Je voulais parler de G-Style, il y a un site Instagram, G-Style. C'est ce que vous avez alloué. Alors, rappel des titres. Rappel des titres aujourd'hui, nous avons parlé de la marche qui s'est déroulée donc ce week-end avec les organisations syndicales. On a aussi vu ce collectif sur Vieux-Fort qui dit non à la destruction du Mont Caraïbe. On a parlé aussi de l'évolution institutionnelle avec le collectif pluridisciplinaire qui s'est déroulé sur Paris de façon à discuter de l'avenir pour la Guadeloupe. On s'est rendu sur Morne-à-l'Eau où une réunion a été réalisée pour la restauration donc, de l'église Saint-André. On a parlé des Guada Boys qui ont gagné 5-0 et nous sommes venus sur les habitants de Belle-Plaine qui se plaignent justement des inondations. Voilà pour les titres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. La réalisation était assurée par Yann et avec le soutien de Lorenza. Et donc avec bien sûr Iman News à l'information. Merci Danick. On se voit demain. Pas de réponse.